Qu'est-ce qu'on pourrait programmer aujourd'hui? Ah, j'ai une idée. Et si je referais l'entièreté de la bibliothèque maths en Python? Eh ouais, bonne idée ça. Eh ben, allons-y. Salut petits scientifiques. Aujourd'hui, on va essayer de créer notre propre bibliothèque maths de A à Z en Python. Ne vous inquiétez pas, parce que dans cette partie, nous allons surtout programmer des choses relativement simples. Pour commencer. Avant de commencer, ce serait peut-être pas mal de nommer notre bibliothèque. Moi, je propose PyMath. Oui, je sais, c'est pas original du tout. Et alors? Bien! Alors, je vais un peu vous présenter l'espace de travail. Alors, dans ce fichier, on va tester notre bibliothèque Python. Dans cette ligne-là, j'importe la bibliothèque PyMath sans préfixe. Et ensuite, j'ai importé la bibliothèque math de base, mais avec un préfixe, que j'ai défini comme M. Ce sera pour comparer les différentes fonctions de ma bibliothèque avec les fonctions d'origine en fait. Et ici donc, c'est notre bibliothèque. Et comme j'ai écrit juste ici avec ces commentaires, on va commencer avec tout ce qui est combinatoire. Si vous savez pas ce que c'est pas grave. Alors on va commencer avec ce qu'on appelle la fonction factorielle. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une fonction qui multiplie de 1 à n, dans le cas de n factoriel. En réalité, il existe deux manières de programmer la factorielle. Une qui est itérative, avec une boucle, et une autre qui est récursive, donc c'est-à-dire une fonction qui se rappelle elle-même. En général, les fonctions récursives consomment beaucoup plus de mémoire, et donc moins optimisées. Donc dans ce cas-là, on va faire la version itérative. Ok, donc pour commencer, on va définir notre fonction avec def, le nom de notre fonction. On va faire en anglais, donc on va faire factorial. Il faut pas oublier de mettre un argument, entre parenthèses, là je mets n par convention. Aussi, on aime bien quand on crée une bibliothèque de mettre une description à la fonction. Bon, premièrement, on va définir une condition. Du coup, il faut que n soit un entier naturel et que n soit supérieur à 0. Si c'est pas le cas, ça doit renvoyer une erreur du coup. Donc si le type de n est un float, donc c'est-à-dire un réel, ou que n est inférieur à 0, donc du coup on élève une erreur de type value error. Et maintenant on peut passer à la boucle principale. On va ici utiliser une boucle for. En gros, le principe d'une boucle for, c'est qu'il y a une certaine variable qui parcourt certains éléments, tout en exécutant ce qu'il y a dans la boucle pour chaque valeur que la variable prend. Par exemple, si je fais for i in range n, i va parcourir les entiers de 0 à n-1. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y aura n itérations du coup. C'est-à-dire que la boucle va se répéter n fois. Alors nous, on va pas faire in range n, on va faire in range 1, n plus 1. Ça veut dire que i va parcourir les entiers de 1 à n plus 1. Pourquoi 1 à n plus 1 en fait? Bon, déjà ce serait pas mal de définir une variable, que je vais appeler value, et on va l'initialiser à 1. Parce que si je l'initialise à 0, en fait ça fera que des multiplications par 0 après. Et justement, un peu de la même manière, c'est pour ça qu'on commence à 1. Parce que si i il commence à 0, idem, ça va multiplier par 0. Et donc, à chaque itération, on fait quoi? On multiplie notre valeur par i en fait. Comme ça, à chaque itération, i va augmenter de 1, et ça va multiplier l'ancienne valeur par i. C'est ce qu'on voulait. Maintenant on peut la tester quand même, ce serait pas mal. Donc, dans notre fichier test, on va faire print factorial. On va tester pour 0 par exemple, voilà, factorial 0. Et on va comparer avec la factorielle de la bibliothèque math. Et ensuite, on exécute ça, et on voit bien voilà que les deux fonctions là, ils renvoient bien 1. Si maintenant par exemple je fais factoriel de -2, mais vu que là on a défini une condition qui renvoie une erreur, voilà, ça renvoie bien une erreur. Maintenant dans tout ce qui est combinatoire, on a aussi ce qu'on appelle les coefficients binomiales. Alors là c'est un peu plus compliqué à expliquer. Sachez juste que les coefficients binomiales qui se lient k parmi n permet de donner le nombre de sous-ensembles non ordonnés à k éléments dans un ensemble à n éléments. Et ça peut se déterminer par exemple sur le triangle de Pascal, où les rangées correspondent à n et les colonnes à k.
Donc allons-y, on va le commencer. Donc def binomial coef par exemple, si je sais écrire, voilà. Et du coup cette fonction-là, il prend deux variables. Et les coefficients binomiaux ont aussi certaines conditions pour les variables k et n. Déjà, les valeurs de n et de k doivent être entiers, forcément. Et c'est pas fini, il y a aussi d'autres conditions. Il faut que n et k soient positifs. En fait, il y a une autre condition que la fonction doit respecter. Si k est supérieur à n, en fait c'est pas bon non plus. Parce que par exemple, essayer de trouver les 10 parmi 5, ça n'a pas de sens parce que dans un ensemble à 5 éléments, il ne peut pas avoir 10 sous-ensembles. Le max c'est 5. Bon, en réalité, la majorité du temps, on renvoie 0. Ce qui est aussi juste. Mais bon, dans mon cas, je vais renvoyer une erreur. Et maintenant, on en a fini avec les conditions d'erreur. Là, on va vraiment s'intéresser au calcul des coefficients binomiaux. En fait, il existe une formule pour calculer les coefficients binomiaux et il utilise justement la factorielle qu'on vient de définir. Quelle coïncidence. Mais avant, on va définir des cas triviaux, pour éviter à Python de faire des calculs un peu plus compliqués pour des cas simples. Et déjà, si k est égal à n, en fait ça renvoie forcément 1. Visuellement, vous prenez le triangle de Pascal, et si k est égal à n, en fait ça veut dire que vous êtes tout au bout. Sauf que, tout au bout, c'est forcément des 1, parce que c'est comme ça qu'est construit le triangle. Ensuite, un peu dans le même style, si k est égal à 0, en fait c'est aussi égal à 1 parce que là vous reprenez le triangle de Pascal, on se situe au début de chaque rangée, mais c'est aussi égal à 1. Donc voilà. Et sinon, même si on n'est pas obligé de mettre sinon mais on le met quand même, et là on met notre formule tout simplement. Voilà, maintenant on a défini notre fonction, on peut maintenant aussitôt la tester. On va faire par exemple 2 parmi 4. Et on va aussi tester la version de la bibliothèque math. Bon en fait là la fonction de math c'est l'inverse, c'est pas k,n, c'est n,k, du coup il faut inverser les variables si on veut avoir le même résultat. Et donc on exécute et normalement on est censé obtenir la même chose. Et voilà, maintenant on en a fini avec la partie combinatoire. Maintenant intéressons-nous à la partie racine. Maintenant pour les racines, on va s'occuper de la racine carrée en premier. En anglais, racine carrée se dit square root, donc on aime bien écrire SQRT. En fait, la racine carrée, je pense que c'est la fonction la plus simple qu'on aura dans tout le projet. Simple dans le sens nombre de lignes. Car en maths, il faut savoir que la racine carrée de x, c'est aussi égal à x exposant 1/2. Et ça, en Python, c'est défini par défaut. Comme d'habitude, il faut d'abord définir des conditions. En fait, dans ce cas-là, x ne peut pas être négatif. Oui, une racine carrée d'un nombre négatif, ça n'existe pas dans les réels. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, encore de la même manière, on va définir des cas simples. Si x est égal à 0, racine carrée de 0 c'est égal à 0. Et sinon, on utilise la fameuse formule, entre guillemets, c'est-à-dire x exposant 1/2. Bon, si vous voulez, on peut la tester, la fonction, même si je pense que vous avez déjà l'idée. Print SQRT de 4 par exemple, voilà, c'est censé renvoyer 2. Et voilà, on voit bien que ça renvoie 2 dans les deux cas. Ensuite, toujours dans les racines, il faut savoir que la racine carrée n'est pas la seule racine qui existe. Donc ici, on va définir ce qu'on appelle la racine n-ième, qu'on va noter n root, qui va donc prendre en argument un certain nombre n qui correspondra à l'indice de la racine, puis x. Un peu de la même manière, la racine n-ième de x, c'est entre autres égal à x exposant 1 sur n. Mais attention, et ça j'en reparlerai plus en détail juste après, c'est que la plupart des langages de programmation utilisent une certaine formule pour calculer les exposants rationnels, donc des exposants avec des fractions, et il s'avérait que pour certains cas, ça ne marche pas trop. Bref, en tout cas, avant de s'occuper de ça, comme d'habitude, ici on va définir les conditions que doivent avoir les variables. Ici, la seule condition qu'on aura, c'est que n ne peut pas être égal à 0, parce que la racine 0ème, ça n'existe pas. Et pour cause, sinon ça reviendrait à faire x exposant 1 sur 0. On peut même lever une erreur de type division par 0, en fait. Hop, voilà. Ensuite, encore une fois, les cas triviaux. Si x est égal à 0, ça renvoie toujours 0, et d'ailleurs qu'importe n non nul. Ah non, en fait, je viens de me rappeler, il y a une autre condition que les variables doivent avoir.
En fait, si n est pair, en fait ça veut juste dire que si le reste de la division entre n et 2 est égal à 0, ça veut dire que n est pair. Donc si n est pair et que x est inférieur à 0, et ben là ce n'est pas possible. Maintenant, on en a fini avec toutes ces conditions. Maintenant, on passe à la partie un peu subtile. En fait, le souci avec Python, c'est que si j'utilise juste x exposant 1 sur n pour définir la racine énième, bah parfois ça va pas renvoyer la bonne valeur. Parce que Python utilise cette formule pour calculer les exposants fractionnaires. Bon, c'est pas grave si vous savez pas ce que c'est toutes ces fonctions. Sachez juste que ce ln de x là, eh ben il est pas défini pour les négatifs, dans les réels. Mais si x est négatif, eh ben Python va utiliser les solutions complexes. Les complexes, c'est un ensemble de nombres bien plus grand que les réels. D'ailleurs, j'en ai fait 2 vidéos. Le souci, c'est qu'en fait, il y a plusieurs solutions. Celle que choisit Python, ce n'est souvent pas la bonne, dans le cas de la racine énième. Par exemple, racine cubique de moins 1, c'est égal à moins 1 normalement, parce que moins 1 fois moins 1 fois moins 1, c'est égal à moins 1. Mais en utilisant cette formule, en fait, ça ne renvoie pas moins 1. Ça renvoie à la place ce nombre complexe. Donc, il faut trouver un moyen pour contourner ce souci en empêchant Python d'utiliser cette formule. Alors, du coup, ici, ce qui nous dérange, c'est quand x est négatif, en fait. Et lorsque n est impair, mais ici, on a déjà défini le cas où n est pair, donc on s'en fout. Et que n est supérieur à 0, eh bien, au lieu de renvoyer x exposant 1 sur n, on va renvoyer la valeur absolue de x exposant 1 sur la valeur absolue de n. En faisant ça, ça force Python à ne pas utiliser cette formule, parce que en réalité, Python utilise uniquement la formule précédente lorsque x est négatif. Grâce aux valeurs absolues, ça renverra forcément des réels positifs. Mais justement, vu qu'on est dans le cas où x est négatif, c'est-à-dire qu'il faut quand même rajouter le signe moins après. Bah oui, sinon ce n'est plus le bon nombre. Tiens, d'ailleurs, je viens de remarquer, n est supérieur à 0 ici, donc on n'a pas besoin de la valeur absolue de n. Ensuite, sinon, donc si n est négatif cette fois-ci, on va faire moins 1 sur, et ensuite la valeur absolue de x, puissance 1 sur la valeur absolue de n. Sinon, si x est positif, là on n'a pas besoin de mettre les valeurs absolues, etc. Parce que, comme j'ai dit, le problème c'est quand x est négatif. Si x est positif, il n'y a pas de problème, je peux juste faire x exposant 1 sur n. Voilà. Cette première vidéo constitue la première partie d'une grande série de vidéos où nous allons développer notre bibliothèque PyMath. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux fonctions exponentielles et logarithmes, ainsi qu'à certaines fonctions trigonométriques. Donc si vous ne voulez pas les rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sinon, vous pouvez faire part de vos remarques et critiques en commentaire. Et si vous ne voulez pas rater le fil de publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Lucky Science.